précédente séance a été distribuée. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance? Je n'en vois point. Le procès-verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise sur Public Sénat, sur notre site internet. Chacun aura à cœur de respecter à la fois son temps et de se respecter les uns les autres. Et je rappelle, mais maintenant c'est devenu vos réflexes, de bien respecter à la fois les gestes sanitaires et la sortie par l'arrière de notre hémicycle, à l'exception du gouvernement, qui sortira par le devant de l'hémicycle. La parole est maintenant à notre collègue Angèle Préville pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Je vous donne la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous le savons tous que quelque chose ne va pas. L'année 2020 a été l'une des plus chaudes enregistrées. Le réchauffement climatique est plus rapide et plus intense que prévu. Nous dansons littéralement sur un volcan. Nous assistons aussi au lent déclin de la biodiversité et sommes à l'aube d'une 6e extinction. D'autre part, les polluants continuent de s'accumuler dans la nature, notamment avec le plastique, véritable bombe à retardement. Les microplastiques sont partout, envahissent l'air, l'eau, les sols et même les tissus vivants. Le drame, c'est que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous dirigeons collectivement droit dans le mur. En effet, nous avons fait si peu, et voire même tout le contraire. Nous en sommes toujours à une logique de « ma voiture est plus grosse que la tienne ». La consommation de vêtements a bondi de 40% en à peine 15 ans et la production de plastique est exponentielle. Les citoyens informés sont aujourd'hui prêts à adhérer à des mesures courageuses, comme en témoignent les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. C'est d'ailleurs l'un des mérites de cette Convention citoyenne, de montrer que les citoyens sont prêts à relever le défi climatique. Le changement climatique est une urgence mondiale selon un sondage paru aujourd'hui, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement. N'est-il pas temps d'adresser aux Français un discours de vérité? N'est-il pas temps de commencer à réparer le monde? N'est-il pas temps de votre devoir de dire qu'une ville comme Nantes risque d'être inondée dans les prochaines années, que Toulouse étouffera sous les 45 degrés à l'ombre l'été et que nos petits-enfants souffriront d'infertilité si nous ne faisons rien? Il est urgent d'éviter les catastrophes annoncées. Ceux qui subiront les grands dommages de notre inaction sont déjà nés et nous leur devons de rebâtir un horizon commun de civilisation. Notre politique est-elle à la hauteur pour relever un des défis majeurs du siècle? Et la stratégie nationale bas carbone est-elle la feuille de route de tous les ministres? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénateur Préville. Effectivement, la feuille de route du Président de la République et du gouvernement est très claire sur la transition écologique, des objectifs de sobriété, de souveraineté, de solidarité et de soutenabilité dans toutes les politiques que nous déployons. Cette feuille de route, elle doit faire de la France une France résiliente, une France neutre en carbone, vous l'avez dit, et une France respectueuse de la biodiversité. Alors, vous avez travaillé la programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'est inscrite dans la loi énergie-climat, qui nous donne cette ambition de neutralité carbone en 2050, une réduction de 20% de la consommation finale d'énergie en 2030 par rapport à 2012, 33% d'énergie renouvelable en 2030, une diminution de la part du nucléaire dans la production à 50%. 2021 sera également l'année de la biodiversité, vous le savez, avec des événements nationaux et internationaux. Nous réécrirons ensemble la stratégie nationale biodiversité pour les 10 années à venir, avec une stratégie qui va partir des territoires et une écriture qui se fera vraiment en lien avec les départements, les régions, les élus, les acteurs et tous ceux qui doivent participer à cette réécriture. Nous avons un devoir de cohérence entre
les moyens et nos ambitions. Ces moyens, ils sont très clairement réaffirmés dans le plan de relance avec, vous le savez, 1/3 des moyens dédiés à la transition écologique. Nous avons également cette volonté dans le cadre de nos mobilités, des moyens de transport. Nous avons réécrit ces objectifs dans la loi d'orientation des mobilités. Cette politique, elle s'incarne également dans le cadre de notre budget vert, qui est le premier de l'OCDE. C'est donc une initiative exemplaire. Cette politique ambitieuse, nous la portons à Bruxelles, qu'il s'agisse de la finance verte, de la déforestation importée, du plastique que vous avez tout à fait souligné à juste titre. Cette cohérence entre nos ambitions et nos moyens, nous les déploierons et nous les affirmerons lors de la COP15 biodiversité et de la COP26 pour le climat. Et la Convention citoyenne qui a travaillé à ces questions et dont vous aurez à travailler le texte de déploiement en est la preuve. Nous devons co-construire ces politiques et je vous remercie de votre attention sur ces questions. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Guilaine Pantel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, la santé, ce ne sont pas que les hôpitaux et les EHPAD. C'est aussi tout un secteur médico-social qui intervient en amont et en aval des organes de santé plus traditionnels et sont des infirmières, des aides-soignantes, des aides à domicile ou encore des accompagnants éducatifs et sociaux qui s'estiment aujourd'hui déconsidérés. Déconsidérés car si le Ségur a permis de nombreuses avancées en venant consacrer le principe du lieu de l'activité, il a aussi ouvert une profonde inégalité dans le monde de santé sociale. D'un côté, les personnels qui travaillent en hôpital ou en EHPAD et qui ont droit à la prime. De l'autre, des soignants qui travaillent en maison d'accueil spécialisée, en foyer d'accueil médicalisé ou des aides à domicile qui n'ont eu droit à rien. Chez moi, en Lozère, on assiste à des situations ubuesques où, au sein d'une même association, certains salariés relevant du sanitaire touchent la prime, tandis que ceux relevant du médico-social ne la touchent pas. De quoi alimenter la colère de nombreux soignants. Dans le cas des aides à domicile, cette absence de reconnaissance est d'autant plus regrettable qu'un nombre considérable de nos aînés souhaitent être maintenus à domicile et que beaucoup ne peuvent assumer financièrement un placement en maison de retraite. C'est d'autant plus insupportable qu'elles exercent souvent les mêmes missions que les personnels d'EHPAD, avec moins de matériel spécialisé et donc des efforts physiques plus importants. Concernant les aides à domicile, les organisations syndicales et les employeurs sont bien parvenus à un accord prévoyant une revalorisation de 15% des salaires, mais la Commission nationale d'agrément et les services de l'État bloquent de peur que les départements ne puissent assumer le financement. La conseillère départementale de la Lozère que je suis comprend la position des départements qui font face à une hausse de leurs dépenses sociales et qui ne pourront assumer cette charge. Il revient donc à l'État d'apporter une solution en la matière. Car le risque à terme, c'est une fuite du personnel en raison de trop bas salaires et des fermetures d'établissements qui jouent pourtant un rôle majeur et évitent bien des hospitalisations. J'ai pris l'exemple des soignants et des aides à domicile, mais c'est bien tout un pan du secteur médico-social qui a géré cette crise et qui se sent aujourd'hui déconsidéré. Oui, votre question. Monsieur le ministre, par la classification apportée par le Ségur, vous avez créé 2 catégories de soignants. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette inégalité et permettre à l'ensemble du monde soignant de bénéficier de cette prime? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, vous avez la parole. Madame la sénatrice Pantel, merci pour votre question qui me donne d'abord l'occasion à nouveau de saluer l'action déterminante de tous les acteurs du soin, du care, du bien prendre en charge les personnes les plus fragiles parmi nos concitoyens, parmi lesquels évidemment les salariés qui interviennent au domicile dans le cadre d'activités médico-sociales, mais également les aides à domicile. Je vais essayer d'être plus factuel possible. Il y a 2 catégories de questions dans votre question. Celle qui porte sur ce qu'on appelle les oubliés du Ségur, c'est-à-dire tous ces salariés du soin dans le secteur médico-social. Vous savez que nous avons demandé à Michel Laforcade de réaliser une mission pour pouvoir définir des périmètres de revalorisation avec un engagement du gouvernement qui est clair et depuis le début en la matière, il y aura une hausse des revenus d'une toute une catégorie de gens qui aujourd'hui sont effectivement, vous l'avez dit, un peu de façon aberrante, travaillent aux côtés de soignants qui ont eu les revalorisations du Ségur alors que ne l'ont pas. C'est une question de temps très court, madame la sénatrice, je peux vous l'assurer. Deuxième catégorie, les aides à domicile. Alors, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses pour les aides à domicile. D'abord, et à la demande des élus,
de tous bords. Il y a eu cette prime Covid qui a pu être attribuée entre État et département, ce qui fait qu'en pratique, dans plus de 100 départements, c'est plus de 1 000 € de prime Covid qui ont pu être attribuées aux aides à domicile. J'en ai vu beaucoup pendant la gestion de crise et pendant le premier confinement. Croyez-moi, enfin vous le savez, c'est certainement pas usurpé que de leur accorder cette prime. Ensuite, il y a le travail que nous avons engagé sur la revalorisation du point d'indice dans la branche de l'aide à domicile. Il y a des négociations qui sont réouvertes pour intégrer, vous le savez, les 200 millions d'euros qui ont été débloqués de façon pérenne dans la nouvelle branche autonomie pour compléter, aux côtés des départements, la refonte de la grille indiciaire de cette même branche. C'est un engagement absolument inédit, cette revalorisation de 200 millions. C'est un effort qui est justifié et je n'ai aucun doute, aucune interrogation en considérant toute l'attention que porte l'ensemble des élus aux aides à domicile que nous parviendrons à un consensus, un accord le plus rapide possible. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Quand allez-vous enfin lancer l'autre campagne de vaccination que les Français attendent et réclament, celle pour lutter contre le virus des inégalités que le rapport de l'ONG Oxfam a une fois de plus mis en lumière? Car l'un des remèdes à ce mal mondial des inégalités qui n'épargne pas la France, on le connaît très bien, il est simple, il s'appelle la justice fiscale. Par un impôt juste et proportionné, un impôt redistributif ciblé sur les plus riches et en priorité sur les ultra-riches. Et la France, par votre bilan, se classe très mal sur l'indicateur de mesure de la progressivité de l'impôt, elle est 47e. En septembre dernier, on estimait à plus de 50 milliards d'euros l'épargne constituée par les Français pendant le confinement. Maintenant, on la chiffre à plus de 100 milliards d'euros. Mais quand 10% des Français les plus aisés mettaient de côté 25 milliards d'euros, les plus modestes s'endettaient et grossissaient les files d'attente de l'aide alimentaire. Quand les 43 milliardaires français voyaient progresser leur fortune de 175 milliards d'euros entre mars et décembre dernier, on constatait sur le territoire national, et nous sommes nombreux ici à l'avoir vu, une hausse de 8,5% des demandeurs du RSA. La situation actuelle, elle est le fruit de la pandémie, oui, mais elle est aussi le fruit de votre politique fiscale, jamais démentie depuis 2017. Alors qu'attendez-vous maintenant face à la situation d'urgence pour mettre en œuvre les mesures propres à lutter contre les effets ravageurs des inégalités? Bien entendu, augmenter l'aide aux plus démunis, bien entendu, augmenter les minima sociaux, mais bien entendu aussi revenir sur la taxation des ultra-riches. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur Griset, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Taillé-Polian, le rapport Oxfam souligne que la crise aggrave les inégalités en montrant que les milliardaires ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise et que dans le même temps, la pauvreté risque de progresser avec la crise. Comme le montre le rapport, l'une des causes de la croissance du patrimoine des milliardaires tient à la politique de rachat d'actifs de la BCE qui a entraîné une hausse des cours boursiers. Mais c'est justement cette politique de rachat d'actifs qui a permis et permet encore aux États de s'endetter pour mettre en œuvre les mesures d'urgence, et notamment le soutien au pouvoir d'achat des plus fragiles face à la crise. Permettez-moi de citer par exemple les 2 primes exceptionnelles créées en 2019 à destination des plus pauvres, le plan jeune, les soutiens budgétaires aux étudiants, le renforcement de l'aide alimentaire et le renforcement de l'hébergement d'urgence. Les aides monétaires ont permis de cibler en priorité les ménages les plus précaires au regard des niveaux de vie d'avant-crise. Les 2/3 des ménages bénéficiant de ces aides se situant dans les 20% des plus modestes. Le premier outil de lutte contre la pauvreté, c'est le soutien à l'emploi. C'est ce que nous faisons avec le dispositif d'activité partielle, avec le fonds de solidarité qui permet à des milliers de centaines d'entreprises de se maintenir. Je rappelle qu'il y a 1,9 million d'entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité en 2020. Et puis, le plan « Un jeune, une solution ». Cette politique d'urgence a des résultats. L'INSEE prévoit une quasi-stabilité du revenu disponible brut des ménages en moyenne sur l'année 2020. De façon plus structurelle, notre système fiscal et social est très redistributif. Selon France Stratégie,
du rapport de décembre 2020. Les inégalités de revenus sont plus faibles en France que dans la plupart de nos pays voisins. Elles le sont encore plus après redistribution grâce aux prestations sociales et à notre système fiscal. Il serait en tout cas illusoire de penser qu'une augmentation de la fiscalité sur les ménages serait utile à l'amélioration des comptes publics. Merci. Madame Taillé-Polian, quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Quand j'entends le ministre dire que la pauvreté risque de progresser, je crois que là, on ne peut que constater le fossé terrible entre votre parole et la réalité sociale. Et je suis vraiment désolée, Monsieur Griset, parce que la justice fiscale, elle touche autant les PME que les ménages modestes. Et c'est bien dommage que ce soit vous qui ayez répondu là-dessus, alors que vous le savez, en question de justice fiscale, eh bien, il faudrait davantage aider les petites et moyennes entreprises et forcer les grandes entreprises à respecter leurs devoirs, payer l'impôt. La parole est maintenant notre collègue Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. D'une crise à l'évolution imprévisible, je me garderai bien de donner des leçons, encore moins de jouer au procureur dans un pays où ils seraient si nombreux. Chaque jour, le gouvernement nous approuve de prévisions et de chiffres, tandis que les scientifiques et les autorités sanitaires alternent propos rassurants et déclarations alarmistes. Quant aux journalistes, ils rapportent avec un recul de quelques minutes l'ensemble de ces informations, amplifiant la cacophonie générale. On ouvre, puis on ferme des centres de vaccination, faute de doses. En audition, vous dites 15 millions de personnes seront vaccinées avant l'été. La semaine d'après, 70 millions d'ici fin août. Étant à peine 67 millions d'habitants, 3 millions de Français se feraient donc vacciner 2 fois. Récemment, les autorités envisageaient de repousser la seconde injection de 3 semaines, hypothèse désormais écartée. En vérité, davantage que le réel retard ou non de notre pays dans la mise en œuvre de la vaccination, c'est l'absence de clarté de votre communication qui déconcerte et navre nos concitoyens. Rapporteur fin 2018 d'une mission sénatoriale sur la pénurie de médicaments et de vaccins, je me sens moralement investi. Monsieur le ministre, oui ou non, disposons-nous d'un stock suffisant de doses pour poursuivre lentement mais résolument la vaccination déclenchée mi-janvier? S'agit-il d'une pénurie de nature à interrompre cette première vague de vaccination? Si oui, dans quel délai prévoyez-vous la relance pour la première injection comme pour la seconde? Enfin, la livraison de vaccins serait bloquée à cause de problèmes de logistique. Qu'en est-il réellement? Ces questions marquées d'angoisse sont légitimes et un effort de transparence à propos de vos difficultés permettrait, en toute humilité, d'apaiser ce climat anxiogène dont je me fais ici l'écho. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Decool, vous avez parfaitement raison. Plus que jamais, plus que jamais dans notre pays, nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de précision et nous avons besoin de transparence. Monsieur le sénateur, je vais vous donner quelques exemples. J'ai donné au public la liste précise des arrivages, mois après mois, de vaccins nous permettant de vacciner, mois après mois, un certain nombre de millions de Français. Tout en précisant bien que ces chiffres correspondent aux commandes qui ont été passées par l'Union européenne et donc par la France, et qu'ils correspondent également à l'ensemble des vaccins que nous avons achetés, et donc relevaient aussi des décisions préalables des autorités sanitaires. Et j'ai donc effectivement expliqué que nous avions jusqu'à de quoi potentiellement vacciner 70 millions de personnes d'ici à la fin du mois d'août, parce que nous avons plus de 130 millions de doses qui sont arrivées sur le territoire national à la fin du mois d'août, si tous les vaccins sont homologués, et si effectivement les laboratoires respectent leurs engagements. Et vous voyez comme moi, et vous l'avez souligné vous-même, ce n'est pas un problème logistique, c'est qu'il y a déjà des difficultés d'approvisionnement de la part de certains laboratoires. Nous faisons tout pour faire en sorte que les laboratoires respectent leurs engagements, sinon effectivement ça posera problème. Ensuite, monsieur le sénateur, j'ai répondu, par exemple, la semaine dernière, j'ai participé effectivement à la commission des lois et j'ai été interrogé sur la nécessité de poursuivre l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Et la question qui m'était posée, est-ce que vous êtes sûr que d'ici au 1er juin, nous aurons vacciné tous les publics fragiles? J'ai pris le soin de répondre, vous pouvez regarder, que le public fragile, potentiellement, ça peut porter jusqu'à 23 à 30 millions de Français.
Et que d'ici au début juin, je ne sais pas si nous aurons terminé de vacciner, c'est-à-dire fait 2 injections, certaines sont distantes de plusieurs semaines, à 23 à 30 millions de Français. Ce qui n'empêche pas du tout, par ailleurs, de compter sur les livraisons de vaccins nous permettant d'ayant vacciné toute la population d'ici la fin du mois d'août. Donc encore une fois, ce sont des sujets qui sont complexes, qui se font appel à des chiffres, à des vaccins, à des données scientifiques. Je sais que vous le savez. Et je sais que vous comprenez parfois la nécessité, au-delà de la transparence, d'expliquer les choses. Et pour ça, il faut un peu plus de temps. Par exemple, je vois que les 2 minutes se sont écoulées. Je n'aurais donc pas répondu à la totalité de votre question. Simplement vous dire, monsieur le sénateur, que je connais, et parce que j'avais lu le rapport que vous aviez fait sur la pénurie de médicaments, qui était un rapport de grande qualité et sur lequel nous nous appuyons encore aujourd'hui pour prendre certaines décisions. Merci. La parole est à notre collègue Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, lors d'un récent déplacement dans le Grand Est, devant les élus de la collectivité européenne d'Alsace, vous avez déclaré ne pas avoir été convaincu par les grandes régions, ajoutant à ces propos le fait d'être prêt de revoir le transfert des compétences en direction de cette collectivité européenne d'Alsace. Ces propos qui nous interpellent traduisent-ils plus généralement une volonté du gouvernement de revoir, de remettre sur la table le périmètre des grandes régions et par là même la ventilation des compétences entre les collectivités. Au-delà de ce sujet, Monsieur le Premier ministre, nous voulons savoir où en est le gouvernement sur l'une des réflexions qu'il avait fléchées comme prioritaires sur les sujets aussi importants que ceux de la décentralisation, de la déconcentration et de la différenciation territoriale. Vous le comprenez, c'est pour nous des sujets ici au Sénat essentiels qui devaient se traduire par une loi, la fameuse loi 3D, devenue loi 4D. Or aujourd'hui, voyant que peu à peu ce texte disparaît des radars de nos travaux parlementaires, Monsieur le ministre, nous avons tout simplement peur que le 4e D soit celui de la déprogrammation. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mathieu Darnaud. J'ai déjà eu l'occasion hier à l'Assemblée nationale de répondre à la première partie de votre question, à savoir que quand il y a eu la création de la collectivité européenne d'Alsace, ceci s'est fait dans un cadre précis, pas de démantèlement de la région Grand Est et pas de collectivité à statut particulier. C'est vrai que le Premier ministre a exprimé ce que vous avez rappelé sur le découpage des grandes régions. Au fond, il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais je tiens à préciser qu'il a dit également qu'il n'y aurait pas de Big Bang territorial, ce que nous avons rappelé en permanence depuis le début de ce mandat. Quant à la deuxième question concernant le projet de loi 4D, d'abord je rappelle que vous avez déjà voté ici en première lecture, bien évidemment, puisque c'est normal qu'on passe au Sénat d'abord, c'est constitutionnel, le projet de loi organique consacré à l'expérimentation et donc à la différenciation. Et je vous remercie d'ailleurs de la large majorité qui a été votée à cette occasion. Par ailleurs, ce texte va passer début mars à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le calendrier actuel n'est pas encore complètement déterminé. 3 choses, je dirais. Premièrement, on passe en priorité tout ce qui concerne la santé, la lutte contre la crise du Covid, ou de la Covid plus exactement. Deuxièmement, bien évidemment, il y aura un choix qui sera fait parce que le calendrier est extrêmement chargé. Mais troisièmement, je dois vous dire que je suis très contente et je vous en remercie déjà du soutien que vous apportez à la loi 4D. Merci. Monsieur Darnaud. Oui,
Madame la ministre, vous en conviendrez, nous attendrons de savoir ce qu'il y a dans ce texte, parce que ce que nous avons pu voir ressemble plus à des petits matins qu'à un grand soir de la décentralisation et de la déconcentration. Donc nous jugerons sur pièce, nous attendrons de voir, mais plutôt que de partir sur de nouvelles pistes comme celles qui ont été évoquées par le Premier ministre, nous pensons qu'il est temps de tenir plutôt que de courir. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Henno pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question concerne plus la recherche et la souveraineté que la stratégie vaccinale proprement dit. L'Institut Pasteur a annoncé l'abandon de son projet de vaccin. Ce renoncement est d'autant plus douloureux que l'Institut Pasteur a acquis au travers de son histoire une réputation prestigieuse. C'est une deuxième déception française après le retard du laboratoire Sanofi. Sans vouloir jouer les procureurs, mot à la mode, je veux rappeler qu'il y a quelques mois, le PDG de Sanofi affirmait avec arrogance que les Américains seraient servis les premiers. Le voilà réduit du fait de l'urgence sanitaire au rang de sous-traitant. De ce double échec, nous pouvons tirer un constat évident, il n'y a pas de vaccin français opérationnel, alors que beaucoup d'autres pays ont réussi à faire aboutir un ou plusieurs de leurs projets. Comment expliquer ce qu'il faut bien appeler une étrange défaite de la recherche et de l'industrie pharmaceutique française que je taxerai d'étonnante, d'inquiétante et de révélatrice? Plusieurs questions doivent être abordées avec gravité. Pourquoi cette erreur stratégique de nos laboratoires d'avoir sous-estimé les biotechnologies et particulièrement l'ARN messager? Pourquoi ont-ils préféré la sécurité à l'innovation? Est-ce la lourdeur de la réglementation française qui s'avère pénalisante? Est-ce une question de moyens? Nous disposons pourtant avec le crédit impôt recherche d'un dispositif incitatif pour les entreprises. Monsieur le ministre, quelles leçons et quelles conséquences tirez-vous en termes de souveraineté et de stratégie vaccinale à moyen et long terme? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Véran. Monsieur le sénateur, l'Institut Pasteur en France a été la première structure scientifique à séquencer le génome du virus coronavirus en quelques jours, faisant partager au monde entier la séquence génétique du virus. L'Institut Pasteur a abrité au moins l'un des deux membres qui a d'ailleurs découvert l'ARN messager en tant que tel. L'Institut Pasteur développe de très nombreux projets de recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche transverse, en lien avec des laboratoires du monde entier. Et l'Institut Pasteur continue d'ailleurs de développer des recherches sur des médicaments qui pourraient être utiles demain dans le Covid, ou également des vaccins. Ce n'est pas parce qu'un projet de recherche n'aboutit pas, celui sur le vaccin rougeole, qu'il faut considérer qu'il aurait failli à sa mission. Et pardon, de façon générale, parce que vous faisiez aussi allusion à une intervention médiatique du président de la République. Faisons aussi l'éloge de l'audace. Encourageons les uns et les autres à entreprendre, à investir, à innover, à rechercher. Rendez-vous compte de l'exploit qu'a représenté la découverte, non pas d'un, mais déjà de plusieurs vaccins contre un virus inconnu il y a un an, donc en moins d'un an, avec une force de production mondiale qui est capable de sortir 1,5 milliard de doses. Cherchez dans l'histoire contemporaine, cherchez dans l'histoire lointaine, un phénomène équivalent, une aventure scientifique industrielle d'aussi grande portée à l'échelle du monde. Et monsieur le sénateur, on peut regretter et ne veulent pas pouvoir dire cocorico et de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge sur un vaccin. En tout cas, pas aujourd'hui, mais soyons vigilants. Il y a encore des travaux de recherche qui sont en cours. On peut au moins considérer que l'Europe a fait le travail. L'Europe qui a commandé des vaccins pour tous les pays européens, l'Europe qui pense également aux pays du tiers-monde qui n'ont pas forcément accès aux vaccins, et l'Europe qui abrite nombre d'entreprises, dont la fameuse BioNTech, on ne parle que de Pfizer, mais c'est BioNTech, avec des sites de production en Belgique, en Allemagne et demain en France, qui permet aujourd'hui de protéger des centaines de millions de personnes chaque jour en Europe avec des vaccins efficaces. Donc encourageons la recherche, encourageons les chercheurs, et surtout, n'allons pas chercher des responsabilités, ni politiques, ni scientifiques, lorsqu'un projet n'aboutit pas. Un projet de recherche de médicaments sur 100 aboutit, et on considère que c'est déjà un bon ratio. En matière de recherche vaccinale, on est déjà bien au-delà. C'est une chance pour l'humanité. Monsieur Henno. Oui, merci, monsieur le ministre. Vous nous dites qu'on peut gagner les 24 heures du Mans quand on a raté son départ. Il est vrai que ça arrive, mais pour ça, il faut de l'humilité, il faut de la volonté et une stratégie travaillée, adaptée. Il me semble qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste,
Républicain, Citoyen et Écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait au ministre de l'Économie et des Finances et de la Relance. Hallucinant, vertigineux, indécent, tels sont les termes qui pourraient qualifier les constats faits par l'ONG Oxfam dans son rapport annuel. Comme ils le disent si bien, le monde est non seulement confronté au coronavirus, mais aussi au virus des inégalités. Un seul chiffre, Monsieur le ministre, pour illustrer cette incroyable réalité. Pour notre pays, les milliardaires français ont vu leur fortune s'accroître de 175 milliards en 2020. C'est la troisième plus forte progression au monde. C'est aussi l'équivalent de 2 fois le budget de l'hôpital public dans ce pays. M. Bernard Arnault a même augmenté sa fortune de 44 milliards d'euros entre mars et décembre, un bond de 41%. Le lundi 25 janvier, le jour même de la publication de ce rapport, M. le Président de la République déclarait devant un parterre de dirigeants d'entreprises étrangers, je cite, « Nous ne ralentirons pas la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui sera ramené à 25% l'an prochain. Nous ne renoncerons pas à la suppression de l'ISF et nous réduirons les impôts de production de 10 milliards d'euros par an. » Fin de citation. Nous en conclurons donc que le remboursement de la dette, ça sera pour tous les autres. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre à contribution ceux qui ont de plus en plus pour soutenir ceux qui ont de moins en moins? Pour vous répondre, c'est le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur Alain Griset, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet. À l'occasion de cette deuxième question sur le rapport Oxfam, permettez-moi d'essayer de détailler mes premiers propos. Depuis le début de ce quinquennat, le gouvernement a réduit massivement les impôts sur les ménages. De 2018 et 2021, ce sont 22 milliards de fiscalité que nous rendons aux ménages. Nous n'avons pas oublié les ménages les plus modestes, monsieur le sénateur, loin de là. Si on regarde les situations individuelles, on voit que grâce aux différentes mesures mises en place par ce gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, avec notamment la prime d'activité ou le dégrèvement de la taxe d'habitation, un couple locataire avec 2 personnes rémunérées au SMIC va bénéficier d'un supplément de revenus de 272 € par mois. Lorsque l'on additionne les mesures fiscales prises depuis le début du quinquennat et jusqu'à la crise sanitaire, l'effet redistributif est largement moindre sur les 20% des plus aisés que sur les autres ménages, de l'ordre de 2,5 fois. Notre politique fiscale a démontré son efficacité. Avant la crise, nous avions reconstruit notre compétitivité, enrayé l'exil fiscal et nous avons accéléré le retour en France de contribuables. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus permet de faire contribuer de manière spécifique les foyers les plus aisés aux charges publiques. Le gouvernement n'envisage pas d'augmenter le taux de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Notre politique, c'est de baisser les impôts, pas de les augmenter pour quiconque. Cela est plus vrai dans le contexte actuel qui appelle à des mesures de soutien et de relance. Une augmentation poserait notamment, a priori, un problème constitutionnel. Additionner à l'impôt sur le revenu au taux maximal de 45% et aux prélèvements sociaux de 17,2%, une augmentation du taux aboutirait à une taxation globale qui pourrait être considérée comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. Ainsi, je peux aisément vous répondre que ce gouvernement a été au rendez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français tout en protégeant les plus vulnérables. Monsieur Bocquet. Y a-t-il quelqu'un à Bercy pour s'occuper des milliardaires? Hier, au sommet virtuel de Davos, le président de la République déclarait ceci. On ne sortira pas de cette crise sans combattre les inégalités. Eh bien, passez aux actes, rétablissez un ISF renforcé, taxez les dividendes, augmentez le taux de la taxation des transactions financières, aujourd'hui à 0,3%, et combattez résolument l'évasion fiscale qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année. Merci. La parole est à notre collègue Richard Yung pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question porte sur les relations transatlantiques et plus particulièrement sur celles entre la France et les États-Unis. Nous avons été nombreux à saluer l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier. Donald Trump, par ses excès, sa méconnaissance des enjeux géopolitiques,
son désintérêt aussi peut-être, ainsi que par son agressivité, a exacerbé et suscité des tensions entre l'Europe et les États-Unis. Il y aurait bien sûr de nombreuses autres questions à évoquer, s'agissant des États-Unis, l'Iran, la Palestine, etc., mais on ne peut pas tout couvrir. Certes, certaines divergences stratégiques étaient antérieures à la présidence Trump, mais durant ces 4 dernières années, à notre grand regret, la relation transatlantique s'est effritée. Le 46e président des États-Unis semble, lui, très attaché au multilatéralisme et veut rétablir un dialogue fort avec ses alliés européens. Il a notamment envoyé des signaux forts dès le début de son mandat en renouant l'accord de Paris sur le climat. Avec les premiers échanges entre le président Macron et son homologue américain, ceux-ci ont permis de dessiner des points de convergence. C'est positif car une alliance transatlantique forte contribuera au dénouement d'un certain nombre de dossiers multilatéraux. Nous nous inquiétons toutefois des points de tension apparus au cours du mandat de son prédécesseur qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain, telles les tendances protectionnistes, la législation sur les géants du numérique, la taxe carbone ou le fait d'imposer la législation américaine partout dans le monde. Pourtant, nous en sommes convaincus, il est nécessaire que les États-Unis et l'Europe s'allient sur le plan commercial. Monsieur le ministre, quelles initiatives la France pourra-t-elle porter pour rétablir les relations normales avec les États-Unis et plus largement, quelle vision voulez-vous pour la France dans le choix des coopérations prioritaires à mettre en œuvre? Quels premiers sujets seront inscrits sur votre agenda? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Oui, monsieur le sénateur Richard Yung, vous l'avez rappelé, il s'agit d'un nouveau chapitre de la relation transatlantique qui vient de s'ouvrir. Le président de la République s'est entretenu avec le président Biden longuement dimanche dernier. Moi-même, j'aurai l'occasion tout à l'heure de m'entretenir avec mon nouveau collègue, Anthony Blinken, qui lui-même vient d'être confirmé par le Sénat hier soir. Vous voyez que ça va vite. Nous constatons que les premiers gestes de l'administration américaine sont des gestes qui marquent un retour des États-Unis au multilatéralisme. Vous avez cité l'accord de Paris, mais c'est le retour de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la volonté de revenir dans les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. C'est aussi un fait qui a, je crois, beaucoup échappé, mais l'accord avec le président Poutine sur la prolongation du traité New Start pour 5 ans, permettant la maîtrise des armements nucléaires stratégiques, c'est une nouvelle très importante et c'est fait. Donc nous devons construire sur cette nouvelle base. Et nous devons essayer de le faire aussi dans le domaine économique. Vous avez cité les exemples. Il faut mettre fin à l'escalade tarifaire et revenir à une négociation négociée de nos différends commerciaux qui existent. Il faut les gérer dans le cadre de l'OMC, dans le cadre d'une négociation, comme il faut parvenir à un compromis sur la régulation des plateformes numériques et notamment sur la fiscalité de leurs activités. Nous y travaillons et nous allons y travailler. Ce sont les sujets que j'aborderai tout à l'heure avec M. Blinken. Je voudrais vous dire surtout qu'il n'y a pas eu une parenthèse depuis 4 ans. Depuis 4 ans, le monde a changé, mais l'Europe a changé. Nous sommes sur une nouvelle donne. L'Europe n'est plus la même. Et donc nous devons continuer de construire une Europe forte et souveraine, car c'est la condition d'une alliance transatlantique et d'une OTAN rééquilibrée et refondée au mieux de nos intérêts respectifs qu'il nous faut respecter les uns et les autres. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Anne Chain-Larché pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Vous lui transmettrez. Il y a quelques jours, vous vous êtes opposé au rapprochement entre le groupe canadien Couche-Tard et le groupe Carrefour au nom de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Si l'intention est bonne, car la crise que nous traversons révèle la perte de notre souveraineté économique, nous avons la désagréable impression que ce choix est surtout guidé par des intérêts politiciens plutôt que par la volonté réelle de protéger les intérêts de la France. Carrefour, c'est l'arbre qui cache la forêt de vos paradoxes.
Car comment expliquer que vous affichiez une fermeté sans faille au sujet de Carrefour, alors qu'en parallèle, l'Europe signe un nouvel accord d'ouverture des marchés avec la Chine qui n'assure pas les conditions d'une concurrence équitable ? Car comment invoquer la larme à l'œil, la souveraineté alimentaire et en même temps empêcher le Sénat de se prononcer sur la ratification du CETA, ce traité qui ouvre nos frontières aux produits des fermes-usines du Canada et qui engendre des conséquences désastreuses pour une partie de notre production agricole nationale ? Nous sommes nombreux à ne pas percevoir la rationalité de cette pensée très complexe, monsieur le ministre. Et pourtant, c'est un vrai sujet de souveraineté alimentaire qui dépasse de loin le rachat d'un distributeur. Cela fait 18 mois que le Sénat attend de se prononcer sur le CETA. Mais contrairement à d'autres textes comme le projet de loi bioéthique qui nous sont imposés à marche forcée, il semble s'être perdu sur le chemin de la navette parlementaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer à quelle logique vous obéissez ? Quand allez-vous interroger le Sénat sur le CETA ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Monsieur Griset. Bien, Madame la sénatrice Jean Larcher, comme l'a indiqué Bruno Le Maire la semaine dernière, je vous confirme le fait que nous considérons que le rôle de l'État est de protéger et de veiller à la défense des secteurs stratégiques de la nation. La crise sanitaire nous montre que la sécurité alimentaire des Français est un enjeu stratégique. Nous devons distinguer l'État actionnaire de l'État régulateur. L'État n'a pas vocation à être actionnaire d'entreprises dans des secteurs autres que l'énergie, le nucléaire, les transports et la défense, comme l'a indiqué Bruno Le Maire. L'État a un rôle de régulation de l'économie afin de définir des règles économiques et défendre l'intérêt général. Notre devoir est donc de protéger les entreprises qui engagent la sécurité du pays et des Français. Et cela ne va pas à l'encontre de la ratification du CETA, bien au contraire. Par ailleurs, nous ne devons pas confondre attractivité et le fait de vendre au plus offrant le premier employeur du pays. L'attractivité consiste à faire venir en France des investisseurs étrangers qui participent à la création de valeur et d'emplois. Accroître l'attractivité de la France passe par la simplification et la fiscalité. C'est ce que nous faisons depuis 2017 et les réformes ont porté leurs fruits. Je peux notamment citer quelques exemples d'investissements canadiens en France. Le Canada figure à la 10e place des investisseurs étrangers en France, à la 4e pour les investisseurs des pays européens. À la suite du rachat Bombardier Transport par Alstom, Alstom aura par ailleurs pour premier actionnaire la Caisse des dépôts et placements du Québec, qui est aussi actionnaire aux côtés de la SNCF et de Keolis. Vous l'aurez compris, Madame la sénatrice, l'État régulateur n'empêche absolument pas la ratification du CETA. Avec un peu de patience, on y arrive. Tandis que l'État protecteur doit être à même de protéger ses entreprises et citoyens s'agissant de la sécurité alimentaire. Madame Chalarché, vous avez la parole. Nous sommes habitués à aucune réponse à la question, mais malgré tout, votre réponse conforte ma première impression. Le refus du rachat de Carrefour est un écran de fumée, un coup de communication facile qui accompagne en pleine crise la sortie du livre du ministre des Finances. Si vous voulez protéger la souveraineté alimentaire de la France, laissez nos entreprises décider de leurs alliances et laissez le Sénat donner son avis sur le CETA. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je vais vous parler, Monsieur le ministre, vous le savez, de la crise liée à l'influenza aviaire qui frappe le département des Landes, mais aussi le département du Gers. J'associerai d'ailleurs à mon propos mes collègues Éric Kerrouche et Franck Montaugé. Vous êtes venus et vous avez vu, vous connaissez parfaitement la situation. Je donnerai néanmoins quelques chiffres afin que chacun mesure ici l'ampleur du phénomène. Les filières palmipèdes à foie gras et volailles maigres, ce sont plus d'1 millier d'exploitations, 7 300 emplois directs, production et transformation, et plus de 20 000 emplois au total en comptant les emplois induits. C'est le deuxième pôle économique de notre département pour un chiffre d'affaires de 438 millions d'euros.
À ce jour, ce sont 2 millions de bêtes qui ont été abattues. Je vous laisse imaginer la désespérance dans nos campagnes. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, passé les questions relatives aux opérations de dépeuplement et d'indemnisation des bêtes abattues, se posent les questions de l'avenir. Les producteurs vont connaître plusieurs mois d'inactivité. Le représentant de l'État nous a dit que le principe des indemnisations liées à ce vide sanitaire était acté. Pouvez-vous nous en donner le calendrier et les modalités et nous confirmer que cela concernera tous les producteurs, y compris ceux qui subissent les dégâts collatéraux? Même question pour les entreprises de transformation, Monsieur le ministre. De plus, pourront-elles bénéficier de la prise en charge au titre du chômage partiel telle qu'elle existe aujourd'hui? Enfin, Monsieur le ministre, vous savez que se côtoient différents modèles de production. Nous sommes très attachés à la production de plein air. C'est l'ADN de notre département, de celui du Gers ou de celui des départements voisins. Et c'est ce qui porte toute la filière. Par quels moyens allez-vous soutenir tous les acteurs de la filière afin qu'ils trouvent les modalités de la poursuite de leur activité sans avoir à subir tous les ans les conséquences de ces épisodes, sachant qu'il faudra éviter les solutions simplistes telles que la claustration systématique et néanmoins ne fermer aucune fenêtre de réflexion telle que celle de la vaccination? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Julien Denormandie. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Monique Lubin. La situation à laquelle nous sommes confrontés est un épisode très sérieux, vraiment très sérieux d'influenza aviaire. Vous l'avez dit, nous étions ensemble dans les Landes. Je voudrais d'ailleurs saluer votre action, saluer également l'action de votre collègue Montaugé et de votre collègue Kerrouche. On était tous ensemble dans les Landes ou dans le Gers pour être aux côtés des éleveurs. Et je veux d'abord commencer mes propos en disant de manière très solennelle que l'ensemble des représentants ici au Sénat ou à l'Assemblée et au gouvernement se tiennent à côté des éleveurs dans cet épisode à nouveau dramatique que vit la filière. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, malheureusement, nous n'avons d'autre choix que de procéder à ces dépeuplements. Vous l'avez dit, près de 2 millions de canards ou de volailles ont été abattus, ce qui permet de contenir au maximum cette influenza aviaire. Première chose. Deuxième chose, pour répondre à votre question, oui, nous allons mettre en place les indemnisations, et les indemnisations au titre du dépeuplement arrivent dès maintenant, parce que j'ai souhaité que ce soit par un système d'acompte et pas par un système d'évaluation a posteriori, comme nous en avons tant et tant l'habitude, qui faisait que parfois cette indemnisation pour dépeuplement arrivait 6 mois après. Donc les premières indemnisations arrivent dès maintenant. Dans les Landes, ça a par exemple déjà commencé. Troisième élément de réponse, ces indemnisations, ça c'est pour le dépeuplement. Ensuite, on va travailler pour savoir les pertes d'exploitation, comme vous l'avez dit, pour les éleveurs, mais aussi pour les entreprises impactées, répondant ainsi très clairement à votre question. Ça nécessite, vous le savez, un travail également au niveau européen sur ces aides, dit des aides commerciales, des aides de marché. Enfin, troisième élément de réponse, oui, il y a la question de l'après qui sera posée. Moi, je veux avoir une approche très pragmatique, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les mesures de biosécurité et comment les renforcer sans pour autant revenir sur les modèles. Je crois par exemple au modèle du plein air. La question n'est pas le modèle, la question sont les mesures de biosécurité et évidemment, je vous y associerai. Merci. La parole est maintenant notre collègue Marie-Pierre Richer pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je veux vous alerter sur la situation très préoccupante de ce qu'on peut qualifier de désertification pharmaceutique qui touche l'ensemble des officines, mais plus particulièrement celles de nos territoires ruraux. Ce phénomène qui accompagne la désertification médicale aggrave le problème de l'accès aux soins de leurs habitants, notamment les plus âgés, qui de ce fait peuvent éprouver davantage de difficultés pour rester à leur domicile alors que la politique des pouvoirs publics vise à les y maintenir le plus longtemps possible. Pour y remédier, plusieurs dispositifs sont prévus qui, malheureusement, ne répondent pas à l'urgence de la situation. Que ce soit les dispositions envisagées dans le cadre du décret territoire fragile, qui autoriserait l'ouverture d'une officine dans une commune située dans un
territoire reconnu comme tel, ou du dispositif permettant la réouverture d'une officine dans une commune qui en disposait dans le passé. Or, dans ces deux cas, il ne s'agit que de transfert de licence, non de création d'officine, et surtout ces dispositions ne visent que des communes dans des situations bien spécifiques, ce qui ne règle pas la situation de la plupart des petites communes rurales les plus nombreuses et les plus exposées à ce phénomène. De son côté, l'article 95 de la loi ASAP envisage la possibilité d'autoriser l'installation d'antennes de pharmacie rattachées à une pharmacie de proximité, dans le cas où la seule officine du village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur. Cette mesure, que je salue, pourrait prendre la forme de pharmacie Murphy, comme je vous l'avais proposé dans une question écrite du 23 juillet dernier, restée à ce jour sans réponse. Toutefois, elle pourrait s'étaler sur plusieurs années pour aboutir, dans le meilleur des cas, à un système qui ne serait que provisoire et reste soumis à sa mise en place par les ARS au risque de disparité territoriale manifeste. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais connaître les mesures concrètes que vous entendez prendre dans les meilleurs délais pour mettre fin à cette véritable hémorragie de ces praticiens de santé que sont les pharmaciens qui, en cette période de pandémie, ont encore montré le rôle et la place indispensable qu'ils occupent dans notre territoire au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Véran. Merci Madame la sénatrice pour votre question orale. Je regarderai, je vous le promets, votre question écrite. Nous en recevons beaucoup et dans la période, nous essayons de traiter toutes les questions. Ce n'est pas une excuse. Je suis d'accord avec vous. Je crois avoir signé pas loin de 18 courriers à destination de sénateurs avant de vous rejoindre tout à l'heure et je le fais chaque semaine. Votre question écrite trouvera donc une réponse. Je dis ça sous le regard vigilant de notre ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui est très attentif à ce que les ministres répondent aux parlementaires et il a raison. Madame la sénatrice, sur cette question de l'organisation des pharmacies dans le territoire, d'abord, vous avez raison de souligner l'importance du maillage pharmaceutique dans notre pays. Il est précieux et on l'a vu d'ailleurs pour la distribution des masques, la réalisation des tests antigéniques et demain, je l'espère, je le souhaite, la distribution de vaccins, voire la vaccination. Les pharmaciens ont une place de plus en plus importante dans notre système de santé. Ils s'en réjouissent et je m'en réjouis car ça faisait un certain nombre d'années qu'il y avait un travail qui a été fait, une réflexion conduite sur l'évolution du métier de pharmacien. C'est parfois, Madame la sénatrice, au fond, et ça rejoint la réponse que je vais vous donner, c'est parfois le dernier offreur de soins dans une commune donnée. Et effectivement, à mesure qu'on regroupe des médecins en maisons de santé pluriprofessionnelles, à l'échelle non pas des communes mais des intercommunalités, que ce soit en territoire urbain ou rural d'ailleurs, vous avez un certain nombre de cabinets médicaux qui ferment, qui auparavant jouxtaient une pharmacie, qui se retrouvent donc sans médecin prescripteur à proximité, raison pour laquelle nous travaillons ardemment par exemple avec le réseau des CPTS pour retisser du lien et des partenariats, raison pour laquelle nous avons voté il y a, je crois que vous l'avez voté aussi, il y a 2 ans, la possibilité d'avoir des prescriptions dérogatoires par des pharmaciens dans des cadres protocolisés, bref, pour conférer aux pharmaciens un rôle toujours plus important d'offreurs de soins à part entière dans notre système de santé et ainsi conforter leur installation. Après, il y a toutes les questions des dérogations. J'ai aussi beaucoup saisi comme ministre sur les dérogations des pharmacies qui ne peuvent pas s'installer, etc. Il faut savoir que quand il y a trop de pharmacies dans un endroit, eh bien c'est l'ensemble des pharmacies qui en pâtit. Quand il y a un médecin qui part et qui est regroupé, c'est la pharmacie qui en pâtit. Et en définitive, c'est moins d'ailleurs les pharmacies dans les territoires ruraux qui sont parfois en difficulté que des pharmacies dans des grands quartiers urbains lorsque vous avez un très grand groupe qui s'installe, qui rachète plusieurs pharmacies et qui fait une espèce de super officine. Je n'y suis pas à titre personnel très favorable. Je crois vraiment à la proximité, à la pharmacie de quartier avec un pharmacien qui connaît bien les patients qui viennent le voir et vous pouvez croire en mon engagement pour pouvoir le conforter dans la durée. Madame Richer. Une pharmacie ferme tous les 2 jours sur le territoire national, soit 200 par an. Ce n'est plus de l'actualité, c'est de l'urgence. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. N'attendons pas que la désertification pharmaceutique s'installe et qu'on la laisse venir comme la désertification médicale. La parole est à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur Fesneau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les agriculteurs attendaient avec impatience ce 20 janvier l'instruction des dossiers départementaux de reconnaissance des calamités agricoles suite à la sécheresse de 2020. La réunion vient d'être reportée d'1 mois. Monsieur le ministre, les paysans sont en colère. Ils le sont d'autant plus que l'administration semble avoir changé les règles de calcul des pertes d'exploitation et la prise en compte des années de référence. La terrible crise sanitaire que nous traversons ne doit pas nous faire oublier que la France connaît également pour l'ensemble de ses filières une grave crise agricole. C'est un immense plan social que connaît notre agriculture. Pour exemple, 2000 éleveurs bovins disparaissent chaque année. Des productions d'excellence françaises sont menacées.
Dans ce contexte, les agriculteurs épuisés et découragés n'acceptent pas qu'on les achève avec des contingences bureaucratiques et administratives, avec des réunions différées, avec des règles de calcul qui changent, avec des normes, avec des règlements et des doctrines. Ils vont descendre dans la rue car ils ont un besoin urgent et vital de l'indemnisation des calamités agricoles loyalement. Monsieur le ministre, après les espoirs déçus de la loi Egalim, alors que les inquiétudes concernant le CETA subsistent, qui se sentent lâchés et lynchés, avez-vous la volonté que l'instruction des dossiers de calamités agricoles se tienne de toute urgence sans en changer les règles? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser dire de tels propos sur notre action. Je crois que j'ai pu démontrer à quel point on fait preuve parfois de beaucoup de courage politique pour aider notre monde agricole auquel on est tant attaché. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de défis. Et la mère des batailles, et là j'enlève mon habit de ministre de l'Agriculture, je prends celui d'ingénieur agronome. La mère des batailles, c'est la question de l'eau. Et trop souvent, depuis des années et des années, on a mis sous le tapis cette question de l'eau et on s'est tous perdus dans d'autres sujets s'agissant du monde agricole, alors que la principale question, c'était la question de l'eau. Sauf que, depuis que l'homme est sédentaire, dès qu'on parle de gestion de l'eau, c'est à chaque fois une question de conflit, de lui mettre le sujet sous le tapis. Moi, je ne veux pas mettre le sujet sous le tapis, et je ne le ferai pas. Premièrement, ça veut dire quoi? Premièrement, c'est que quand il y a ces épisodes de sécheresse et autres, oui, il faut indemniser. Il s'avère qu'on a tellement de cas que le comité il s'est bien tenu, il s'est tenu en janvier, mais il y avait tellement de cas qu'on a dû faire 2 comités, un en janvier et le prochain en février où il y aura le département de la Nièvre. Ça montre quoi? Ça montre que c'est plus occasionnel, que c'est récurrent. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas une lourdeur administrative. Il y a des hommes, des femmes qui se battent pour les agriculteurs. Alors arrêtons cette administration bashing, c'est insupportable. C'est des gens qui bossent pour nos agriculteurs. Deuxième élément, au-delà de ces indemnisations, il faut prendre le problème à la racine. Donc, il faut développer les retenues d'eau. C'est difficile, c'est compliqué. C'est du courage politique. Et je vais vous dire, c'est du courage politique national et local. Et vous le savez bien. Parce qu'il y en a combien qui vont manifester ensuite sur les retenues d'eau ici ou là en faisant des éléments de campagne électorale. C'est insupportable. C'est difficile, il faut le faire dans la concertation, mais il faut le faire. Et dernier élément, il faut accompagner nos agriculteurs. Et dans le plan de relance, on met une ligne de 100 millions d'euros pour aider nos agriculteurs à investir. On fait cela avec une volonté forte. À chaque fois, n'oublions jamais de revenir à la racine des problèmes. Et la racine des problèmes, c'est la question de l'eau. Donc on va le faire. Et on le fera avec force et courage et avec vous. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Sollogoub. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je partage totalement votre conviction. Je siège au Comité national de l'eau et je travaille à tous ces sujets. Mais je vous parle de trésorerie. Je sais que dans le plan de relance, il y a des lignes de crédit d'investissement. Je vous parle de trésorerie dont ils ont besoin de façon urgente. Si la moitié des dossiers ont été instruits, alors dites-moi pourquoi ils sont inquiets sur le changement éventuel des règles du jeu. Voilà, j'entends aussi ce qu'ils me font remonter. Donc voilà, ils ont besoin de façon urgente de trésorerie. Nous avons besoin tous ensemble de travailler à la gestion de l'eau. Certaines de leurs demandes sont également difficiles à traiter en ce qui concerne la gestion de l'eau. Ils ont d'autres demandes de ce côté. Et voilà, il faut vraiment, là, il y a un sujet très urgent sur la table et je vous remercie de comprendre l'urgence du dossier. Merci. La parole est à notre collègue Martine Berthet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous alerter sur la situation des communes de montagne et plus largement des communes touristiques. La fermeture prolongée des remontées mécaniques, je tiens à vous le redire, n'impacte pas seulement les entreprises liées au sport d'hiver, c'est tout un écosystème qui s'écroule et les finances des communes avec. La saison 2020-2021 ne sera pas blanche malgré la neige abondante, mais bien noire. Au-delà, ce sont toutes les communes touristiques de notre pays qui sont impactées par cette crise. L'effondrement de leurs recettes particulières, comme celle des remontées mécaniques, taxes à fermage régie, y compris pour les départements, comme la taxe de séjour ou celle tirée de la présence d'un casino, mais aussi de leur loyer locatif, de leurs recettes de stationnement,
etc., les met d'ores et déjà en grande difficulté pour leur budget de fonctionnement et obèrent toute capacité d'investissement. Si le Sénat a été en partie entendu avec la reconduction du filet de sécurité pour le bloc communal, cela reste insuffisant. Dans ce mécanisme destiné à limiter la casse, les recettes des régies municipales ont été exclues par le gouvernement. Par ailleurs, la prise en compte des baisses de recettes agrégées en un panier global entraîne des sous-évaluations importantes. Un exemple d'une commune qui, pour 1 million d'euros de pertes en 2020, n'a reçu jusque-là que 215 000 euros d'indemnisation. La conséquence de ces moindres ressources pour tous sera un engrenage infernal avec moins d'investissements et de travaux privés et publics, donc moins d'emplois. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pour ces collectivités de zones touristiques que les dispositifs de péréquation classent souvent parmi les plus riches, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun, à côté de mesures de soutien plus fortes, de leur faire confiance, de les exonérer de leur participation au dispositif de péréquation et de leur permettre d'en investir le montant dans la relance de l'activité économique de leur territoire? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Jacqueline Gourault. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Berthet. Je comprends votre émotion, bien sûr, en tant que sénatrice de la Savoie, et nous savons tous que la montagne est mise à rude épreuve cette année avec, bien sûr, ce que vous avez rappelé, la baisse des taxes payées par les vacanciers, bien sûr, les pertes de recettes des remontées mécaniques. Vous l'avez rappelé aussi, plusieurs mesures ont déjà été prises par l'État. Bien sûr, le filet de sécurité sur les recettes fiscales et domaniales qui vaut en 2020, mais aussi, comme vous le savez, en 2021, puisque ça a été voté dans le budget. Et bien évidemment, la taxe de séjour et la taxe sur les remontées mécaniques sont intégrées à la compensation. Je le précise. Les syndicats qui perçoivent seulement de la taxe sur les remontées mécaniques ont été intégrés sur proposition du Parlement. Enfin, la taxe de séjour est prise en compte sur le seul exercice 2019, non pas par rapport à la moyenne 2017-2019, ce qui favorise les communes touristiques. Par ailleurs, il existe des aides plus sectorielles. Les salariés des régies autonomes de remontées mécaniques et des domaines skiables sont éligibles à l'activité partielle depuis une ordonnance du mois de mars. Ceux des régies thermales le sont aussi depuis décembre. Le gouvernement s'est engagé à compenser les pertes d'activité des exploitations de remontées mécaniques, même, madame, si celles-ci sont gérées en régie, dans les mêmes conditions que le privé. Le dispositif est en cours de finalisation. Enfin, vous m'interrogez sur le FPIC. Vous savez, madame, d'abord que les taxes liées à l'activité touristique ne sont pas intégrées dans le FPIC. Et le FPIC, c'est toujours la même chose. Si vous prenez à certaines communes ou si vous supprimez le FPIC à certaines communes, évidemment, c'est les plus pauvres, et il y en a aussi dans les zones de montagne qui en touchent moins. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis 2 ans, un pays, la Guinée, est pris en otage par la volonté de son président de s'offrir un 3e mandat. En 2020, plus de 250 personnes ont trouvé la mort dans des violences politiques. Des centaines ont été raflées et placées en détention. Pendant ce temps, quelques rapaces gagnent les richesses du pays, principalement la bauxite, exploitée comme jamais, sans bénéfice pour la population, bien au contraire. Très réservée sur le processus électoral, la CEDEAO et l'Union africaine ont pesé au printemps pour un report des élections législatives et du référendum constitutionnel. Elles ont rappelé à l'apaisement et au dialogue. La trajectoire du locataire de Sékou Toureya, M. Alpha Condé, n'a pourtant pas varié. Le 18 octobre se sont tenues les élections présidentielles. Des centaines de personnes, dont les responsables de l'opposition Cherif Ba et Ousmane Gawal Diallo, qui ont documenté des fraudes avérées lors du scrutin, sont aujourd'hui incarcérés. Ces derniers ont mis plus d'1 mois pour avoir accès à un juge. Leurs avocats français n'ont pas accès à eux en prison. Entre répression et prédation, les jeunes de Guinée ne voient pas d'avenir pour eux dans leur pays. La Guinée était récemment le 4e pays d'origine des demandeurs d'asile en France et le 1er pays d'origine des enfants étrangers non accompagnés. En outre,
Depuis le début et la fin du second mandat d'Alpha Condé, les départs ont augmenté de plus de 300%. La situation actuelle pourrait s'avérer désastreuse compte tenu de la résolution de la jeunesse à quitter ce cauchemar. Nous avons noté, dans l'interview donnée par le président de la République Emmanuel Macron à Jeune Afrique, la dureté de ses propos sur la Guinée. Nous avons noté la différence de ton du président entre la lettre de félicitations adressée à Alassane Ouattara et celle à Alpha Condé, qui se contente de prendre acte d'une situation de fait. Mais ces prises de position s'accompagnent-elles d'actes? Monsieur le ministre, il y a urgent à inciter à la mise en place d'un réel dialogue politique dans le pays. Faute de dialogue, compte tenu de la situation, quelles sanctions pourraient-elles envisager à l'encontre des responsables de la répression, de l'exacerbation des violences communautaires, des prédations qui conduisent certains à vouloir quitter leur lieu de vie devenu invivable aujourd'hui? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte, le 7 novembre dernier, la Cour constitutionnelle guinéenne a confirmé la victoire de M. Alpha Condé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et comme vous l'avez dit justement, nous en avons pris note. En amont du processus électoral, vous l'avez rappelé, la France et l'Union européenne ont exprimé à la fois leurs interrogations sur le déroulement du processus électoral et aussi ont condamné les violences qui ont éclaté à la suite de ce scrutin. Et à plusieurs reprises, nous avons marqué la nécessité d'un dialogue politique interne entre les autorités et l'opposition afin de permettre une réconciliation de tous les Ghanéens qui méritent aujourd'hui un climat politique apaisé, ce qui n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion de le dire moi-même au président Alpha Condé il y a peu de temps lors de l'installation du président Akufo-Addo à Accra. Et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne l'a rappelé lors de l'installation et de l'investiture d'Alpha Condé. Donc nous estimons aussi qu'il importe d'être très vigilant sur le respect des droits de l'homme et nous condamnons la poursuite des détentions hors procédure judiciaire d'opposants, en particulier l'opposant M. Diallo, que vous connaissez, et pour lequel j'ai décidé d'apporter la protection consulaire, parce que ce personnage, qui est membre de l'opposition, a été incarcéré et est en train d'être auditionné par la justice avec, pendant ce temps, de graves soucis de santé. Il est de la responsabilité donc du président Conté de réunir et de prendre les initiatives nécessaires. Avec l'Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment, avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n'est pas faite. Parallèlement à cela, nous voulons néanmoins, et vous le savez, poursuivre notre aide auprès de la population guinéenne pour qu'elle ne soit pas deux fois victime de ces comportements. Merci. La parole est à notre collègue Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, il est temps que vaccination rime avec anticipation. Dans 2 jours, le vaccin mis au point par le laboratoire AstraZeneca devrait obtenir son autorisation de mise sur le marché. La Haute Autorité de Santé devrait recommander la part de la population pour laquelle le vaccin sera indiqué. Et la France devrait recevoir environ 20 millions de doses dont la livraison serait échelonnée entre février et avril, permettant de vacciner 10 millions de nos concitoyens en 3 mois. Ce vaccin présente l'avantage d'avoir des conditions de conservation classiques, sans difficulté de transport. Si personne ne conteste la mise à disposition des vaccins à ARN messager dans les centres hospitaliers et dans les centres de vaccination, pensez-vous vous appuyer sur le circuit pharmaceutique, exemple d'aménagement du territoire national, et Monsieur le ministre de la Santé a rappelé l'intérêt du réseau pharmaceutique tout à l'heure, pour la distribution de ce nouveau vaccin? Au nom de la transparence, pouvez-vous nous confirmer le nombre de doses commandées auprès du laboratoire AstraZeneca et que ce vaccin sera distribué et réservé au circuit de la ville? Ou est-ce que ce nombre de vaccins sera là pour compenser des doses non reçues de chez Pfizer et de chez Moderna? Allez-vous faire confiance, Monsieur le ministre, aux professionnels de santé de proximité, incarnés par le trio médecins, infirmiers, pharmaciens, trio qui est au plus près des patients? Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Monsieur Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé. Madame la sénatrice, je vous confirme mon intention très forte de m'appuyer sur l'ensemble
du réseau de professionnels de santé en ville et à l'hôpital pour pouvoir mener la campagne vaccinale. Et j'ai indiqué que si le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, dont les conditions de conservation et d'utilisation avec une surveillance médicale de 15 minutes sur place après la vaccination ne permettaient pas d'exploiter pleinement la richesse de notre maillage pharmaceutique et médical, dès lors qu'un vaccin existerait qui serait comparable finalement au vaccin antigrippal, nous aurions tort de nous priver de ses ressources et de ses compétences, puisque dans la campagne grippale, nous pouvons par exemple vacciner jusqu'à 1 million de personnes par jour. Ça, c'est un élément de réponse, Madame la sénatrice. Maintenant, j'attends les recommandations de l'EMA. On ne peut pas me reprocher de ne pas anticiper la décision qu'une agence sanitaire européenne n'a pas encore donnée. Et pas non plus, d'ailleurs, Madame la sénatrice, me reprocher, même que j'en ai l'habitude, par anticipation, Madame la sénatrice. Par anticipation, c'est ça qui est le... Je ne peux pas non plus décider avant la Haute Autorité de Santé ce qu'elle va décider dans 3 ou 4 jours qui me permettra ensuite de prendre des décisions. Vous comprenez? Donc je ne peux pas aller plus vite que la musique, finalement. Par contre, je peux vous garantir que tous les scénarios sont sur la table. Je me suis entretenu avec la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en voiture en venant au Sénat. Et donc, le réseau est totalement prêt. Madame la sénatrice, par contre, je suis plus embêté, et je le dis ici, de toute façon c'est public, par la capacité du laboratoire AstraZeneca à tenir ses engagements en termes de livraison. Acte 1, AstraZeneca nous informe qu'au lieu de recevoir 3 et 4 millions de doses respectivement en février et mars, nous recevrons 2 millions et 2,5 millions. Acte 2, que finalement les 2 millions de doses livrées au mois de février, ce sera d'abord 400 000, puis 700 000, puis à la fin du mois, 1 million et quelques doses. C'est pareil pour la France et pour toute l'Europe. Acte 3, AstraZeneca convoqué ce matin devant des responsables de l'Union européenne a, semble-t-il, quitté la réunion, ce qui n'est en général pas très bon signe. Et acte 4, enfin, que j'ai appris pendant votre séance de questions au gouvernement, AstraZeneca aurait communiqué sur son incapacité de fournir davantage qu'un tiers ou un quart des doses à l'Europe d'ici à la fin du premier trimestre. Raison pour laquelle, Madame la sénatrice, j'étais prudent la semaine dernière en disant que je ne suis pas certain qu'on aurait vacciné tous les publics fragiles avant l'été, mais raison pour laquelle je rappelle que factuellement nous avons passé des commandes qui engagent les fabricants de vaccins qui se sont engagés contractuellement et qui ont signé pour fournir aux États les vaccins qu'ils ont produits. Donc, Madame la sénatrice, je suis comme vous, dans l'attente des décisions à la fois des autorités européennes et dans l'attente que l'ensemble des laboratoires respectent les engagements qu'ils ont pris devant la Commission européenne. Je vous remercie. Madame Imbert. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je ne vous fais pas de procès par anticipation. Je dis juste que par anticipation, réfléchissons à la distribution du vaccin AstraZeneca qui ne présentera pas ni de difficultés de transport, de logistique, ni de difficultés de conservation. Je me réjouis que vous sachiez et que vous pensiez aux professionnels de santé pour assurer la distribution de ces médicaments, parce qu'encore une fois, entre 900 centres de vaccination sur le territoire national et 21 000 officines, on voit bien qu'on est au plus près des territoires. Donc, très bien que vous fassiez confiance. Je sais bien que ce n'est pas vous qui produisez les vaccins et je sais bien qu'il y a toute cette complexité. En tout cas, je souhaite que vaccination, je continue à dire qu'il faut que ça rime avec anticipation parce que dès qu'il faut avoir plusieurs plans en tête et puis que cette anticipation rime avec raison. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez toutes et tous, les communes et les intercommunalités souffrent. Bien que des aides significatives aient été promises, elles ne semblent pas toutes avoir encore été perçues par les communes et intercommunalités. La crise sanitaire a affecté lourdement les recettes communales et intercommunales. Ces dernières sont largement affectées par l'absence d'activité. C'est vrai de toutes les communes et intercommunalités, mais particulièrement de celles qui vivent du tourisme ou de recettes domaniales. Le manque à gagner concerne aussi bien, et cela a été dit tout à l'heure, les centres nautiques que les locations de salles polyvalentes ou encore des gîtes et des auberges communales sans clients dont les gestionnaires ne peuvent plus assumer les charges. Les effets de la crise sanitaire sur les finances locales sont donc profonds et durables. Dans ces conditions, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quand les communes toucheront-elles enfin les aides promises pour l'achat, notamment de masques, livrés, commandés et payés en 2020, et également la compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires. Et selon quelles modalités, quel calendrier, ces dispositifs et ces aides seront effectivement apportés à nos collectivités en attente. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud, depuis le printemps dernier, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour soutenir les communes et les intercommunalités.
Je rappelle très brièvement le filet de sécurité qui vient d'être reconduit pour 2021 et en votant des dotations supplémentaires pour les services de transport et aussi pour les départements. Vous n'en parliez pas, mais je le dis au passage. Dès juillet, nous avons ouvert 1 milliard de déciles supplémentaires et des garanties de recettes donc pour les investissements. En autorisant les communes à étaler sur 5 ans les surcoûts liés à la crise, et bien évidemment, nous avons ouvert des cofinancements pour les masques. Vous dites, Monsieur Arnaud, des subventions ou des aides, je ne sais plus ce que vous avez dit, promises. Elles ne sont pas seulement promises. Elles sont versées, mais vous savez comme moi qu'elles seront versées en 2 fois, parce que vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales. Il y a une évaluation d'abord, et puis il faut attendre le vote des comptes administratifs et des comptes de gestion pour avoir les financements d'un exercice fiscal pour les communes et les intercommunalités. Nous avons déjà versé 122 millions qui ont été versés à titre d'acompte pour compenser les pertes de recettes communales, notamment celles des taxes de séjour de votre département et des remontées mécaniques. Ces garanties seront donc actualisées après les comptes administratifs, comme je viens de vous le dire. 70 collectivités ont choisi d'étaler des charges Covid sur plusieurs années, à notre connaissance, puisqu'elles nous l'ont fait savoir. 14 500 demandes de remboursement de masques ont déjà été honorées sur 16 000 au total. Les autres sont en cours d'instruction et seront payées dans les prochaines semaines. Donc, comme vous le voyez, et je peux vous donner aussi sur la décile, sur le milliard supplémentaire, 571 millions ont été décaissés. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de versements. Et par ailleurs, c'est peut-être difficile à dire parce qu'on est en crise, mais la situation des communes est beaucoup moins mauvaise que ce qu'on imaginait avec la crise du Covid. Les chiffres sont là. Il faut conclure maintenant. J'ai fini, Monsieur le Président. Et nous serons toujours là pour aider les communes si elles sont en difficulté. Parce que là, vous avez bénéficié du fonds de péréquation du temps. Monsieur Arnaud. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de ces précisions. Oui, nous savons que des aides ont été apportées. Il n'en demeure pas moins que la liquidation de ces aides pose problème dans certains départements, probablement pour des questions comptables auxquelles vous avez fait allusion, comptes administratifs pas systématiquement votés ou comptes de gestion pas arrêtés, mais aussi probablement parce qu'il y a certaines difficultés avec l'administration des finances publiques et le suivi dans le réseau des trésoreries d'un certain nombre de dossiers. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, je crois savoir, organise une réunion avec des acteurs de la montagne ce lundi soir. Il y a encore, Monsieur le Premier ministre, des difficultés sur un certain nombre de dispositifs. Je pense par exemple à des stations de sport d'hiver qui disposent d'un service public industriel et commercial de gestion de parking, avec aucun client aujourd'hui et aucune compensation à ce jour assumée et prévue. J'invite Monsieur le Premier ministre à inviter une délégation de sénateurs, comme nous l'avons été reçus il y a quelques jours à l'Élysée, pour pouvoir participer à ces travaux lundi soir. Et je ne doute pas que nous serons associés intelligemment, efficacement et dans un souci de sagesse et de co-construction. Merci. Merci. Nous en avons terminé. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, avec les questions au gouvernement. Les prochaines questions d'actualité auront lieu le 3 février à 15h.